Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons continuer notre cours concernant les principes de formulation de béton. Et d'abord, la dernière fois, nous avons vu beaucoup de choses, entre autres les classes d'exposition. Et nous avions une question qui a été restée en sus, c'est pourquoi ces classes d'exposition? D'abord, nous allons voir les différentes classes d'exposition dans une construction. Après, nous allons voir éventuellement comment exploiter ces classes d'exposition. Alors, la maison que vous êtes en train de voir maintenant, elle comprend plusieurs classes d'exposition et plusieurs éléments de structure d'abord. Et ces éléments de structure, ils sont par exemple les semelles de fondation, et nous avons une rampe, nous avons des dalles à l'intérieur, nous avons aussi des clôtures et nous avons des poteaux ou des murs à l'intérieur. Donc chaque élément de structure de cette maison est exposé à des éventuels risques et contraintes climatiques ou agressions de différentes sortes. Par exemple, ici, comme vous voyez dans les fondations, les semelles, nous avons une classe d'exposition de type XC1 ou XC2, tout simplement. Pourquoi nous ne sommes pas allés plus loin? Parce que soit il est sec, enfin l'environnement qui est à l'intérieur sec, du moment que nous n'avons pas de nappe phréatique, soit qu'il est sec, soit il est humide, si nous avons une nappe phréatique, sinon nous avons une petite, nous avons beaucoup de sécheresse avec quelques existences de l'humidité. Si nous avons un sol qui est plus ou moins humide. Mais quand on veut définir une classe d'exposition, nous devons impérativement être fermes sur le choix. Ça veut dire que si on va dire XC1, on ne va pas dire soit XC1, soit XC2, c'est toujours XC1 ou XC2, une des deux par exemple. Si nous avons un sol agressif, ça veut dire si nous avons présence de quelques formes chimiques qui peuvent être agressives à notre fondation, nous devons impérativement définir quelle classe d'agressivité concernant les produits chimiques. Donc c'est XA1 ou XA2 ou XA3, ça dépend du taux de l'agressivité. Ça, c'est concernant les fondations. Concernant par exemple la dalle à l'extérieur, qui est la rampe, cette dalle à l'extérieur, elle est exposée d'abord au gel, comme vous voyez parce que nous avons ici le sapin qui représente le gel. Il représente la neige. Nous avons aussi la toiture qui représente la neige. Et nous avons quand même un minaret, comme vous voyez ici à droite. Ça veut dire que nous avons une mer qui est tout près. Donc, nous avons le risque d'attaque contre le cycle de gel et de dégel. Donc, nous allons noter XF2 ou XF4. Pourquoi XF2 ou XF4 et non pas XF1 ou XF3? Parce que XF2, c'est une agressivité ou une exposition au cycle de gel et de dégel, mais en présence du sel marin, et parce que nous avons de la mer qui est de près, donc nous avons un risque du sel marin. Ce sel marin qui va être véhiculé par l'air. Et XF4, si toutefois le cycle de gel et de dégel est vraiment très agressif. Nous, ici, nous avons donné un choix, mais nous devons impérativement être fermes sur notre choix si le cas se présente. Quand un cas est bien défini, je ne sais pas si cette maison, par exemple, est high-fan, je vais noter XF1 au lieu de XF3 parce qu'il n'y a pas de présence de sel, mais le risque d'attaque de gel n'est pas vraiment grand, n'est pas identique à Moscou par exemple. Et nous avons XS1 comme attaque de sel marin, d'origine marin. Donc XS1 tout simplement parce que nous n'avons que de l'air qui véhicule ce sel marin. Le voile qui est à l'extérieur, il est
enfin, il est constitué d'armature, parce que c'est du béton armé, et parce que nous avons un climat qui peut être à la fois sec quand il fait chaud et un climat qui peut être très froid et très humide quand il fait froid. Alors c'est pour cela que nous allons noter XC4 comme agressivité et comme exposition au risque de carbonatation, tout comme la dalle à l'extérieur. Et nous avons la même chose quand il s'agit d'exposition au sel marin, donc XS1, XF2 ou XF4, la même chose, parce que ici nous avons le risque de gel. Si on parle des voiles à l'intérieur ou des poteaux qui sont à l'intérieur, ils sont constitués d'armature, donc automatiquement nous allons mettre XC1. On peut éventuellement mettre le XC0 si l'enrobage est suffisant, s'il dépasse 5 cm. Sinon, nous n'avons qu'un climat à l'intérieur qui est sec, donc nous n'avons pas de risque d'humidité et nous allons noter XC1. Pour le plancher à l'intérieur, la même chose, enfin je parle de dalle, à l'intérieur la même chose, donc c'est sec en permanence et nous allons noter XC1. Je vous ai dit que X0, on peut le noter si toutefois nous avons un béton non armé ou faiblement armé avec un enrobage de moins de 5 cm. Alors, quelle est l'utilité de ces classes d'exposition? Nous les avons étudiées, on peut éventuellement les déterminer. Chaque constituant de notre construction, on peut déterminer ces expositions selon le climat, selon la composition du sol ou de la nappe phréatique ou n'importe quoi, mais dans quel but? Sur ce tableau, nous allons voir par exemple le rapport de eau-ciment, donc eau sur ciment maximal qu'on doit malaxer dans un béton. Nous allons pouvoir déterminer la classe de résistance minimale, c'est ce qu'on appelle le FC28. Pour calculer les... Et c'est ça le but des classes d'exposition, c'est de déterminer éventuellement le FC28. Donc là, c'est la classe de résistance minimale requise après 28 jours. La quantité minimale de ciment qu'on doit mettre au mètre cube dans un malaxage, d'accord, la teneur minimale en air, si jamais il y a lieu, et autres composants qu'on peut ajouter au béton. Pas les composants de ciment, comme nous avons vu la dernière fois, mais c'est des composants qu'on peut ajouter au béton, ainsi que le label du béton. Donc nous allons voir d'abord la classe d'exposition qui peut éventuellement nous donner de la corrosion induite par carbonatation. Et nous avons, comme vous voyez sur la première colonne, nous avons le XC0. On n'a pas vraiment une spécification sur le rapport eau sur ciment, encore moins une classe de résistance parce que généralement c'est du mortier, ce n'est pas un béton, donc il n'est pas très sollicité à la compression, et la quantité minimale qu'on peut mettre dans le béton, dans ce malaxage, c'est 150 kg par mètre cube. Alors, une fois il y a un risque de carbonatation, donc nous allons noter le XC. Et il y a, comme vous voyez ici, une différence entre XC1, XC2, XC3, XC4. Et cette différence se voit clairement entre XC4 et XC1. En général, les trois premiers, ils ont la même, plus ou moins, même rapport au serciment. Par contre, la résistance minimale requise, elle est plus ou moins identique. Donc nous allons pour le XC1, nous allons C20, 25, nous avons vu la dernière fois cette classe de résistance minimale. Je vous ai dit que C20, donc les premiers c'est pour le cylindre et les deuxièmes pour les prismes. Donc si nous avons un poteau cylindrique, donc nous allons prendre la FC28 est égale à 20 mégapascal, et si nous avons un poteau ou une dalle qui est d'architecture rectangulaire, cubique, etc., donc nous allons prendre le FC28 est égal à 25 mégapascal. Donc la question, si nous avons besoin d'un FC28, c'est soit le 20 pour tout ce qui est circulaire, et soit le 25 si l'architecture n'est pas circulaire. Donc, et la quantité de ciment minimale qu'on doit avoir, c'est 260
kg par mètre cube. De même pour XC2, la différence se voit sur la quantité sur XC3, ainsi que la résistance minimale requise à 28 jours, et sur XC4. Là, on va commencer à voir la différence, et toutefois les classes d'exposition prennent autre nomination. Donc XF1, c'est plus ou moins la même chose comme XC4, et XF2, c'est un tout petit peu plus de ciment, avec un rapport moins que le XF2. XF3, le même rapport, mais quantité de ciment un tout petit peu plus élevée, donc une résistance minimale requise plus élevée, et XF4 encore plus. Donc on remarque ici il y a une différence. Même pour la teneur minimale en air, ici on voit qu'il y a une teneur minimale qu'on doit avoir. Ça veut dire qu'il y a plus d'agressivité, et cette teneur en air, comme je vous ai montré la dernière fois dans le cours relativement aux adjuvants, donc c'est les adjuvants qui sont responsables de l'entraînement de l'air dans le malaxage. Donc nous avons besoin au moins de 4% pour XF2, XF3 et XF4, 4% minimal de l'air. Et les labels aussi, peu importe les labels pour XF1 et XF3, du moment qu'il n'y a pas d'existence de sel, mais une fois il y a existence de sel, comme je vous ai dit XF2 et XF4, ça veut dire qu'il y a existence de sel. Donc là, on doit mettre un ciment pour le XF2 impérativement avec le label PM, mais une fois on passe à le XF4, donc soit le label PM ou le label PS. Aussi, il peut faire l'affaire. Autre chose, par exemple, si nous avons de l'eau de mer, donc ça veut dire que nous avons une corrosion induite par chlorure et qui existe dans l'eau de mer, donc XS1, XS2 ou XS3, ça dépend de l'attaque, ça dépend, est-ce qu'il est, cette attaque est juste par de l'air véhiculant du sel marin ou immergé carrément dans l'eau de mer, ou il se trouve dans une zone de marnage. Donc une fois il y a de la mer et une fois il n'y a pas de mer. Donc ici vous voyez que soit le FC28 ou la classe de résistance minimale change, et aussi la quantité d'eau change, de ciment, pardon, change, donc par classe. Si cette chlorure est d'origine non marin, donc là on passe à XD1, XD2 et XD3. Donc toujours, je rappelle, une fois il y a notification de XD, nous ne devons pas notifier le XC. Donc parce que XD et XC, c'est la même chose, toutefois le XD il comprend aussi l'attaque de sel, mais d'origine non marin. Aujourd'hui, on va voir aussi pour l'environnement chimique, s'il y a une attaque chimique. Donc là, on doit noter XA, et ça dépend de l'agressivité. On va noter XA1, XA2 et XA3. Chacune d'elles prend une classe de résistance minimale, et il prend une quantité d'eau et de ciment différente. Peu importe si on a une présence d'air suffisante ou pas, mais nous avons besoin d'un label, d'un ciment avec le label PMCP pour le XA1, et XA2, XA3, c'est le label ES. Alors, tout ça nous mène à une conclusion. Ça veut dire que malaxer un béton, ce n'est pas un jeu. Donc, chaque élément de structure a besoin d'un béton adéquat pour lui. Nous allons voir dans cette construction il n'est pas à côté de la mer, mais il a un côté qui est en contact avec la mer, avec une piscine à l'intérieur, comme vous voyez. Le E de la piscine, il est en bas, hein, je m'excuse, donc il n'est pas vraiment clair. Nous avons un magasin de stockage de produits chimiques, et nous avons besoin de malaxer des bétons pour cette construction. Est-ce que nous allons malaxer n'importe quoi, n'importe comment pour construire cette maison, ou nous devons impérativement choisir le béton adéquat? Et surtout quand on veut calculer notre béton armé.
Ça veut dire, avant de calculer le béton armé, il faut déterminer ce qu'on appelle la valeur FC28. Et cette valeur FC28, on ne peut l'avoir que si on définit tout d'abord les classes d'exposition. Donc nous avons la mer à côté, nous avons de la neige et nous avons une nappe phréatique comme vous voyez en bas avec un pH est égal à 6,4 ainsi qu'un magasin qui contient des produits chimiques. Alors la question qui se pose c'est selon la norme européenne nous devons remplir ce tableau qui se trouve ci-dessous relativement à ce bâtiment que nous sommes en train de voir et nous devons avoir comme nota bene, le produit stocké au magasin présente une teneur en sulfate de 10 grammes par kilogramme. Et quand on va remplir ce tableau, nous devons aussi ajouter des adjuvants éventuels et dans ce cas-là, nous n'avons qu'à mettre juste des abréviations au lieu d'écrire toutes les lettres de l'adjuvant. Alors le tableau, nous devons avoir les différentes classes d'exposition, nous devons avoir la classe de résistance requise à la compression, bien sûr après 28 jours, le dosage de ciment en kilogrammes par mètre cube et la quantité d'eau efficace pour malaxer notre béton. Je reviens, d'abord pour déterminer les classes d'exposition, nous allons revenir à notre construction et cette construction est composée de plusieurs éléments. D'accord? Comme vous voyez ici, 3 semelles qui sont en contact avec une nappe phréatique, une semelle loin de la nappe phréatique. Nous avons un voile qui est en contact avec l'eau de mer, nous avons une piscine à l'intérieur et nous avons de la neige. Alors, sur ça, nous allons voir chaque partie à part entière pour pouvoir déterminer les classes d'exposition. Et par la suite, nous allons déterminer les autres éléments pour le tableau que nous avons vu tout à l'heure. Alors, d'abord, nous allons voir la rampe numéro 1. Comme vous voyez, elle est à gauche. D'accord? Cette rampe numéro 1, comme vous voyez ici, nous avons de la neige, donc nous avons un attaque, où là, nous avons une exposition au cycle de gel et de dégel. Sur ça, nous avons à déterminer le béton de notre rampe, il est déjà un béton armé. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il y a des véhicules qui vont entrer et sortir et il doit être en béton armé. S'il est en béton armé, s'il y a de la neige, avant la neige il y a la pluie, donc nous avons un risque de carbonatation. Nous avons de la neige, nous avons un risque de gel et de dégel. Et nous avons aussi la mer, donc nous avons du vent qui va véhiculer du sel marin. Nous avons le risque du sel marin. Les classes d'exposition, d'abord, comme vous voyez ici sur le tableau, classe d'exposition de carbonatation, XC1, XC2, XC3, XC4. Et notre rampe, est-ce qu'elle vit dans un environnement sec en permanence ou humide en permanence? Si c'est le cas, nous allons écrire XC1. Si l'environnement est humide mais rarement sec, nous allons écrire XC2. Si l'environnement il est humide modéré, XC3. Et si il est en alternance entre la sécheresse et l'humidité, nous allons écrire XC4. Nous allons écrire XC3 parce qu'il est humide, parce que nous avons la brume de la mer, il est à côté, et nous avons un environnement qui est humide, mais cette humidité elle est modérée. Pas uniquement ce risque, parce que nous avons aussi le risque de gel, et puisqu'il y a une présence de l'eau de mer, nous allons écrire soit XF2, soit XF4, ça dépend de l'agressivité. Nous n'avons pas une très grande agressivité, donc nous allons écrire XF2, parce qu'elle est à côté de la mer, donc il n'y a pas beaucoup d'agressivité. Je parle de l'agressivité de gel et de dégel. Ici, il y a présence de sel, mais ce sel n'est pas d'origine non marin, c'est un sel d'origine marin. Alors dans ce cas-là, l'environnement
enfin de la rampe, est-ce qu'il est immergé? Il n'est pas immergé, il est loin de la mer, enfin pas loin, mais il n'est pas en contact de la mer, et il ne vit pas dans une zone de marnage. Donc cette rampe, il est exposé uniquement à l'air qui est véhicule du sel marin. Donc nous allons noter XS1. Nous allons d'abord déterminer les classes d'exposition de tous les composants. Après ça, nous allons voir les classes de résistance requises à la compression. Alors ça, c'était pour la rampe numéro 1. La rampe numéro 2 qui est au-dessous, donc ça veut dire elle est au-dessous du magasin, elle est en contact avec comment dirais-je, le produit stocké du magasin. D'abord, il y a un risque de carbonatation parce qu'il y a de l'armature, mais elle vit dans un environnement qui est sec en permanence. Elle est loin de toutes sortes d'humidité. Donc c'est pour cela que nous allons noter XC1. Nous n'allons pas noter XS ou XD parce qu'il n'y a pas de risque de sel, et nous n'allons pas noter XF parce qu'il n'y a pas de risque de gel parce qu'il vit à l'intérieur. Donc nous avons XC1 pour la rampe numéro 2. Mais il y a existence de produits chimiques qui est le sulfate, d'accord, de 10 grammes par kilogramme. Parce que le sol, ici, comme vous voyez, c'est un sol qui est sec. Il n'est pas un sol humide, pas comme la nappe qui est au-dessous. Donc moi, je parle du sol qui est en contact avec la rampe ou avec le R2. Alors, donc, si je vois sur le tableau figurant les classes d'exposition chimique, nous allons voir que 10 grammes par kilogramme, ça veut dire 10 000 milligrammes par kilogramme. Et ça veut dire que nous avons une classe XA2. Et nous allons remplir notre tableau XA2 quand il s'agit de R2. Le sol, ou la semelle 1, elle est dans un sol qui est sec, d'accord, mais loin de toute humidité, loin de toutes sortes de gel et de dégel, et loin de toutes sortes de produits chimiques. Donc nous n'avons que le XC1, parce que l'environnement est sec en permanence. De même pour la dalle 1, pour la dalle 2, vous allez dire que la dalle 1, nous avons une piscine. Certes, nous avons une piscine, cette piscine, et il donne un environnement qui est humide en permanence, et humide en permanence, ça veut dire XC1. Soit humide en permanence, soit sec en permanence, c'est toujours XC1. La dalle numéro 2, la même chose, la dalle numéro 3, la même chose, et la dalle numéro 4, la même chose. Donc dans ce cas-là, je vais noter même pour le poteau numéro 3 qui est à l'intérieur, d'accord, le poteau ou voile à l'intérieur, P3, lui aussi, il vit dans un environnement soit sec en permanence, soit humide en permanence quand on parle de la piscine. Je m'excuse, la piscine avec un E, mais le E, il est en bas. Alors, tout ça, c'est XC1, aucune classe d'exposition autre que le XC1 n'est présente. Pour les semelles S2, S3 et S4, elles sont en contact avec une nappe phréatique. Cette nappe, d'accord, elle a un pH de 6,4. Mais elles ont de l'armature aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc nous allons voir d'abord parce qu'ils vivent dans un environnement qui est humide, mais il est rarement sec. De temps en temps, on peut trouver cette nappe qui n'existe plus parce que il y a une dispersion de l'eau, d'accord? Donc, soit humide en permanence, mais généralement, on va dire que c'est humide, rarement sec, parce que c'est plus agressif, et on va adopter le XC2. Donc, d'abord XC2, et après, parce que la nappe elle a un pH mètre de 6,4, nous allons voir dans le tableau de XA, nous allons voir ici, comme vous remarquez, 6,4, elle est dans le premier tableau, donc la première colonne, c'est XA1. Donc nous allons noter XA1 pour les 3 semelles. XA1 avec XC2. Tout ça, nous allons dire pourquoi. Hein. Par la suite, nous allons voir pourquoi nous avons déterminé toutes ces classes d'exposition. Là, nous allons voir pour le
poteau numéro 1 ou le voile numéro 1, le poteau, il est à la fois en contact de la neige, il est aussi en contact avec l'air qui véhicule le sel marin et il a de l'armature. Donc, nous allons avoir les deux combinaisons R1 et R2, parce que R2, il a aussi l'attaque chimique. Donc, les deux combinaisons pour qu'il nous donne le P1, ainsi que le P2, la même chose, parce que le P2 est aussi en contact, surtout au-dessus, avec la neige et avec le sel marin, ainsi que le produit stocké qui attaque chimiquement ce poteau-là, ou le voile. Donc nous avons XC3, XF2, XS1 et l'attaque chimique XA2. Donc on parle aussi du P1 et du P2. Donc nous allons remplir le tableau pour le P1 et le P2. Par la suite, ce qui nous reste, c'est le poteau numéro 4. Alors le poteau numéro 4, il est immergé en permanence dans l'eau de mer. Donc ça veut dire il a une classe XS et il est en contact avec la neige aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ça, ainsi que le risque de carbonatation. Donc nous avons un risque de carbonatation XC4, nous avons un risque de gel XF4 et nous avons un risque d'attaque de sel marin XS3. Et nous allons noter les 3 classes d'exposition. Alors, après ça, nous devons connaître les classes de résistance requises après 28 jours. Ces classes de résistance, elles sont étroitement liées avec les classes d'exposition. Et nous avons vu tout à l'heure les tableaux qui donnent une idée sur ces classes de résistance qui ont une relation avec les classes d'exposition. Nous allons déterminer d'abord classe de résistance, dosage en ciment et la quantité d'eau. Alors, pour la classe, pour la première rampe, le premier rampe, c'est XC3, XF2 et XS1. Donc, nous allons les noter ici. Et nous allons voir pour le XC3, nous avons pour le XC3 une quantité, un rapport eau sur ciment de 0,60. Nous avons une classe de résistance C25-30 et nous avons une quantité de ciment de 200 kg par mètre cube. Ça, c'est pour le XC3. Mais nous n'avons pas uniquement le XC3, nous avons aussi le XF2. Et le XF2, comme vous voyez sur la colonne, c'est 0,55 comme rapport au surciment. Comme classe de résistance minimale, nous avons le C25-30 et comme quantité de ciment, 300. Et dans ce cas-là, si nous n'avons que ces deux classes d'exposition, nous allons automatiquement choisir la plus défavorable, ça veut dire 300 kg de ciment avec une classe minimale requise de C20-25 et un rapport de 0,55. Mais puisque nous avons aussi une classe d'exposition XS1, ça veut dire nous avons le 0,55 comme rapport, c'est 30-37, donc nous avons besoin d'un béton minimum avec une classe de résistance de 30-37, sinon plus de 30 et de 37 s'il s'agit de cubes et de prismes, avec une quantité de ciment de 330. Donc c'est ça ce que nous allons noter sur notre tableau. 0,55 qu'on va la convertir, bien sûr 330 multiplié par 0,55 qui va nous donner 181 litres, et les classes de résistance C30-37 avec un dosage de 330 et la quantité d'eau 181,50 litres pour malaxer notre béton. De même, pour les autres, donc nous n'avons pas à avoir une Bac plus 10 pour comprendre tout ça, il suffit d'appliquer les règles données par la norme européenne. Et directement, on peut connaître les classes d'exposition, que ce soit
la plus convenable, que ce soit pour R2 qui a XA2, et on va avoir les quantités de ciment aussi et la quantité d'eau, de même pour les autres. Donc, voilà. Si on parle maintenant d'adjuvant, comme je vous ai montré sur le cours précédent, nous avons besoin d'un adjuvant quand il s'agit, par exemple, là on va voir chaque élément à part. Pour la rampe numéro 1, nous avons besoin d'un entraîneur d'air. Pourquoi? Parce que nous avons de la neige, je vous ai expliqué pourquoi. Nous avons besoin de cet adjuvant pour le poteau numéro 1, pour le poteau numéro 2, pour le poteau numéro 5, ou voile numéro 4, pardon. Nous avons besoin d'un hydrofuge de masse pour les semelles, parce qu'il y a existence d'eau, d'accord? Et aussi pour le poteau numéro 4. Nous avons aussi besoin pour la dalle D1, nous avons besoin de l'hydrofuge de masse pour qu'il n'y ait pas de précipitation. Piscine, je vous ai dit que ça prend toujours E, il est écrit en bas mais il n'est pas visible. Et nous avons besoin aussi pour le poteau numéro 2 de l'hydrofuge de masse parce qu'il y a existence de la piscine. Nous avons besoin d'un accélérateur de durcissement et un accélérateur de prise pour le voile numéro 4 ou le poteau numéro 4 parce qu'il y a existence de mer, donc nous avons besoin de coffrer et de décoffrer en moins de temps possible. Nous avons besoin d'un agent moussant pour avoir une dalle légère parce que cette dalle n'est pas accessible, donc un agent moussant pour le D4. Et voilà, donc il suffit de remplir ça. Mais on peut ajouter le plastifiant ou le superplastifiant pour tous ces composants. Alors tout ça, ce que nous avons vu, c'est concernant le béton à propriétés spécifiques. Là, nous allons voir un tout petit peu le béton à composition prescrite. Là, on parle d'une composition prescrite, mais vraiment, la spécificité revient au prescripteur. Donc, la composition est déjà faite par le donneur d'ordre. Lui, il donne toutes les spécifications, la prescription, et l'ingénieur béton armé, il fait le malaxage. Donc, la responsabilité du production se limite au respect de la composition qui est déjà prescrite par le donneur d'ordre. Dans ce cas-là, dans la norme NFEN 206-1, elle doit respecter certaines choses, entre autres le dosage en ciment. Et le dosage en ciment, elle a une relation très étroite avec les classes d'exposition. Elle doit aussi respecter la classe de résistance en compression, et ça nous l'avons déjà vu. Ça aussi, il a une relation avec les classes d'exposition. Le rapport eau efficace et le ciment, ça aussi nous l'avons vu, et les dimensions maximales des granulats, ça nous l'avons vu le premier cours, et les types et catégories des granulats que nous devons exploiter, et ça, il a une relation très étroite avec l'utilité et le devenir de la construction. Est-ce que c'est une salle de radio? Est-ce que c'est une salle de sonorisation? Est-ce que c'est une habitation normale? Est-ce que c'est un pont? Est-ce que c'est un barrage? Etc. Donc, type et catégorie des granulats dépendent du devenir de la construction, ainsi que les types et quantités des adjuvants ou additions qu'on doit mettre. Et ça aussi, il a une relation très étroite avec la construction et avec la mise en œuvre et la mise en place de notre béton. Ça, nous l'avons déjà vu. Alors, nous allons revoir un tout petit peu le dosage en ciment. Et nous avons, pour le béton standard, nous avons un usage plus ou moins de 350 kg, ça, genre que pratiquement tout le monde connaît. Mais selon le béton à composition prescrite, généralement c'est ça, et ce qu'on utilise en général, mais ce béton il est conçu uniquement pour le bétonnage standard, le bétonnage qui est très très facile, il n'a pas plusieurs contraintes dynamiques, etc. etc. Donc en général on prend la règle 1, 2, 3, ça veut dire un seau de ciment, 2 seaux de sable et 3 seaux de gravier pour avoir
notre béton. Et en général, on tombe sur une quantité et un dosage de ciment de 350 kg par mètre cube. Ça, si on utilise par exemple le béton pour fondation, scellement et clôture, on va utiliser un volume de ciment et pour le sable, nous allons étudier là, la différence dans les granulats, et les granulats, ça, on parle de gravier et on parle de sable. Nous allons mettre 2,5 de sable, 3,5 de gravier, et la quantité d'eau, elle dépend du ciment, c'est entre un quart et le demi de ciment. Pour le béton de tout ouvrage, les linteaux, les poteaux, les dalles, etc., c'est 1, 2, 3 en général, et pour les mortiers, on parle de 1, 4, mais pas de gravier, ça c'est tout à fait normal parce que c'est un mortier. Alors, si on parle de 300 kg, quand on parle de béton de fondation, d'accord, si on parle de 300 kg de ciment, on tombe sur une quantité de sable qui est un tout petit peu, qui frôle les 750 kg, 1165 kg pour les graviers et 150 litres environ pour l'eau. Si on parle de 350 kg de ciment par mètre cube, bien sûr, et pour les bétons de résistance énorme, donc on parle de 350 kg par mètre cube, et la quantité de sable aussi va chuter, mais il va chuter au profit des graviers. Et on parle ici pour les mortiers de 400 kg de ciment avec une quantité très élevée de sable, 0% de gravier et de 100 litres, ça veut dire la moitié de l'eau. Pour les bétons à composition prescrite mais dans une norme, c'est ça, c'est la même chose, mais elle est très étroitement liée à une norme bien déterminée, genre par exemple une norme française ou une norme espagnole ou une norme allemande, etc. etc. Et là, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs types de normes, mais en général, la norme européenne coiffe plus ou moins toutes ces normes-là, sauf s'il y a exigence bien déterminée. Je vous remercie, au revoir.